J'ai bien clapé. Hein. C'est que ça démarre. Donc moi je suis en fait finalement pratiquante de trail depuis bientôt 4 ans. Je vis avec un athlète professionnel, donc c'est vrai que j'ai eu, on a été vite on va dire en contact avec l'AFLD, mais pas forcément dans une sphère de prévention, mais directement dans une sphère de contrôle. Aujourd'hui, je t'ai fait venir pour qu'on puisse en parler librement, pour qu'on puisse un petit peu aussi finalement sensibiliser ma communauté et puis les gens qui verront ce contenu vidéo. J'aurai plusieurs questions à te poser, entre autres quelles sont finalement les substances interdites ou non, où est-ce que le dopage commence ou comment aller contrôler les produits que j'ai dans ma pharmacie, savoir si c'est OK ou pas. Tout à fait, merci de nous avoir invités ici pour parler de ce sujet. En effet, les sportifs, très souvent, le premier contact, il est comme le tien, ils sont confrontés tout de suite par un contrôle antidopage à l'antidopage. C'est une volonté de l'agence et de manière générale de l'environnement antidopage de commencer par de l'éducation antidopage, mais la réalité, elle est celle-ci également. Et donc, c'est l'occasion d'en discuter tous les deux. Alors le dopage, qu'est-ce que c'est? Le dopage, très souvent, on entend par dopage l'utilisation d'une substance interdite dans le but d'améliorer sa performance. En réalité, il n'y a pas que ça. Ça, c'est une des règles antidopage, parmi les 11 règles antidopage que le Code mondial et les standards internationaux de l'Agence mondiale antidopage exigent. Donc parmi les 11 règles, il y a des règles qu'on connaît, qu'on entend souvent parler comme les manquements aux obligations de localisation, mais il y a aussi des notions de complicité, des notions de détention, des notions de trafic de produits dopants. Et donc, il y en a 11, et finalement, le dopage, c'est quoi? C'est la violation d'une ou plusieurs de ces 11 règles antidopage. Ok, donc je peux être sanctionnée pour dopage. Finalement, dans les règles, il y a même, je crois, s'il y a s'il y a trafic de produits dopants, mais que j'en consomme pas, je peux être sanctionnée, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Okay. La présence dans un échantillon d'une substance interdite, donc la consommation quelque part d'une substance, c'est une des règles antidopage. Okay. Mais tout à fait, la simple détention d'une substance interdite, le trafic, donc le fait d'en faire un commerce, d'en revendre, d'en commander de manière illicite, même s'il n'y a pas de contrôle antidopage, c'est du dopage. Ok. Des fois, je vais voir le médecin, j'ai une ordonnance, il me prescrit des médicaments. Finalement, comment savoir quels sont les produits autorisés ou pas? Alors, il y a quelque chose de simple aujourd'hui pour savoir si c'est autorisé ou pas en termes de médicaments. La FLD a mis en place une plateforme, un moteur de recherche qui est à jour, qui est actualisé sur tous les médicaments. Elle s'appelle médicaments.afld.fr. On peut la trouver aussi en allant sur le site de la FLD. Et là, en tapant le nom du médicament, bien le nom du médicament, pas le nom de la substance, le nom du médicament, il y a tous les médicaments qui s'affichent, les différents types de médicaments, on clique dessus et on a toutes les informations. Est-ce que c'est autorisé? Est-ce que c'est pas autorisé? Si c'est pas autorisé, est-ce qu'il faut faire une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques? Donc pour avoir une exception, pour pouvoir utiliser, dans quel cadre l'utiliser si jamais on a besoin de prendre cette substance. Et donc tout va être détaillé, va expliquer qu'est-ce que c'est que le médicament. Donc c'est la meilleure solution aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rebondir finalement là-dessus? Tu parlais de l'AUT, c'est oui. Bien ça? C'est donc en fait cette ordonnance qui va autoriser en quelque sorte la prise d'une substance. Auprès de qui je fais cette demande? Est-ce que c'est mon médecin traitant qui peut me faire une AUT? Alors, ça passe par le médecin, mais ça se fait directement. Aujourd'hui, il y a une plateforme AUT qu'on trouve également sur le site de la FLD, où on va faire une demande complètement en ligne. Il n'y a plus de papier. Il y a quelques temps, il fallait faire une demande en renseignant un document, etc. Aujourd'hui, ça va se faire en ligne sur le site de la FLD. Ce n'est pas une ordonnance, c'est vraiment une autorisation d'usage aux fins thérapeutiques. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'autres solutions thérapeutiques pour soigner le sportif, si la prise de substance répond aux différents critères de l'AUT, s'il n'y a pas d'alternative raisonnable et si ça permet d'un retour à un état de santé normal, dans le meilleur des cas, le sportif va obtenir son AUT et va pouvoir utiliser son médicament ou sa substance pour se soigner, mais dans ce cadre strict. Et un petit peu comme une ordonnance, respecter les critères de son AUT, il y aura un délai d'utilisation, il y aura une posologie d'utilisation. Il faut le faire au préalable, avant la prise de médicaments, normalement 30 jours avant la prise de médicaments. Dans plusieurs cas, c'est plus compliqué que ça. Et il peut y avoir des AUT rétroactifs dans quelques cas spécifiques. Ok. J'ai un cas fictif qui me vient en tête comme ça. J'ai un rhume.
Ouais. Je vais chez le médecin, il me prescrit un médicament, je tape dans le moteur de recherche, je vais marquer « Ok, substance interdite en compétition ». J'ai le trail de mon village dans 2 jours. Est-ce que finalement je peux me présenter à la compétition ou pas? Alors, moi, je vais remonter dans la situation fictive parce qu'il Ouais. faudrait, en allant voir son médecin avec son rhume, déjà la démarche elle est bonne, on est malade, on ne se soigne pas tout seul, on va d'abord voir un médecin et indiquer au médecin sa qualité de sportif, dire qu'on est sportif, même si on n'est pas sportif professionnel Peu ou de haut importe le niveau, niveau. parce Ok. que le médecin, ça va le sensibiliser et il va potentiellement se dire, ok, il y a des substances qu'il ne peut pas prendre s'il participe à une compétition. Si on lui précise qu'on a une compétition, qu'il y a des choses à ne pas prendre, il va peut-être y avoir d'autres solutions thérapeutiques que ce médicament-là. Maintenant, si on ne l'a pas fait et qu'on est dans cette situation, si on s'y présente, ça présente un risque. Parce qu'en cas de contrôle antidopage, même si on a une ordonnance du médecin, ça ne va pas suffire pour expliquer la prise de substances et on risque, en cas de contrôle, un contrôle positif et donc une sanction. Ce qu'il va falloir faire, c'est faire une demande d'AUT. Elle va être tardive dans ce cas-là. Elle peut être rétroactive du coup parce que ça va être après la prise. Ça ne va pas forcément être accordé. Ça va dépendre de différents facteurs. Et puis après, il y a une notion un petit peu spécifique sur les délivrances des AIT qui dépend du niveau du sportif. Puisque si on est un sportif, dans notre jargon dit de niveau national, on va le vulgariser en disant un sportif de haut niveau. Pour ces sportifs-là, il n'y a pas d'excuse, entre guillemets, il n'y a pas de délivrance d'AUT rétroactive. Ils doivent absolument la faire en amont. En revanche, si, et c'était un petit peu le cas là dans ce cas fictif, si c'est un tout petit trail, qu'on n'a pas un niveau international, et on va pouvoir faire cette demande de manière rétroactive, c'est-à-dire prendre son médicament, se soigner, et en cas de contrôle, faire une demande d'AUT. Ok, c'est très clair. Donc on va quand même souligner que si vous êtes malade, qu'il y a un problème potentiellement respiratoire, aller vous présenter sur un trail, c'est pas forcément aussi la bonne idée pour votre santé. Dernièrement dans l'actualité, et aussi je sais que ces dernières années, ça a commencé à émerger, il y a des contrôles chez les sportifs des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Qui va venir contrôler cette substance? Et finalement, pourquoi le contrôle, on en est venu à contrôler les sportifs? Est-ce que c'est dangereux pour leur santé? Est-ce que c'est se doper? J'aimerais en savoir un peu plus à ce sujet-là. C'est vrai qu'on en a pas mal parlé dans l'actualité ces derniers temps. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont pas interdits. Donc on le disait tout à l'heure, le dopage sur de la présence d'une substance, ça va être l'utilisation d'une substance interdite dans l'échantillon. Si la substance n'est pas interdite, par définition, ce n'est pas du dopage. Donc ça a fait de l'actualité parce que l'utilisation un peu excessive ou peu encadrée de ces médicaments-là ou de ces produits-là peut, dans un certain cadre, être dangereux pour la santé si jamais c'est consommé en plus d'une activité intense. Et du coup, c'est vrai que certains organisateurs, certaines compétitions, certaines organisations se sont dit, pour protéger la santé de nos sportifs, de nos participants, on va interdire cette substance-là. Okay. Et mettre en place des tests qui ne sont pas des tests antidopage, qui ne sont pas des contrôles antidopage, puisque ça ne rentre pas dans le cadre d'une organisation signataire du Code mondial antidopage, d'une organisation antidopage. Et donc, ça n'a pas de valeur en matière d'antidopage, ça a du sens en matière de protection de la santé pour l'organisateur en question. Ça perturbe un petit peu le message parce que ça vient confondre en fait deux univers, deux éléments. Ça peut venir même stigmatiser parfois certains sportifs qui se soignent tout simplement, et qui ont eu ce conseil-là, ou qui ont eu des habitudes. Peut-être que c'est une éducation à faire, mais un petit peu différente à associer aux côtés du dopage. Ok, donc au sein de la FLD, on est bien d'accord que prendre de l'ibuprofène n'a pas un intérêt d'augmenter ses performances. Donc à l'heure actuelle, c'est pas considéré comme un produit dopant et que ça vient vraiment, en fait, c'est aux dépens de l'organisation. Par exemple, je suis au courant, le circuit UTMB, c'est bien marqué dans le règlement. D'ailleurs, vous pouvez consulter le règlement de votre course en amont et aller voir si c'est identifié ou pas. Et donc ma question, finalement, je sais plus si tu l'as soulevé, mais ça va être une autre organisation qui va venir contrôler ça. Est-ce qu'il y a des sanctions qui peuvent être prises? Qui va prendre les sanctions, finalement? S'il y a des gens qui sont positifs,
Parce que je sais qu'au sein du TNB, il y a nombreux articles qui sont sortis, je crois, qui contrôlent justement cette substance depuis juste sortie Covid ou aux alentours Covid. Ouais. Il y a eu des cas de positifs, pas de sanctions qui sont prises. Du coup, qui doit prendre les sanctions? On est bien d'accord que c'est pas, comme tu me disais en off tout à l'heure, c'est pas la FLD. Ouais, c'est ça. Nous c'est pas, ça revêt pas de l'antidopage. Et nous, on est compétents en matière d'antidopage. Et sur le reste, finalement, on ne l'est pas. Qui va aller contrôler, qui va aller sanctionner, j'ai envie de te dire, c'est ceux qui ont mis en place ces règles-là. Donc, ils sont responsables de la mise en place des règles, ils sont responsables de l'application de leurs règles ou pas. Nous, ça ne nous regarde pas tellement, c'est pas notre sujet. Là où c'est perturbant, comme je te disais, c'est que ça vient un petit peu... Il y a une frontière un petit peu étroite avec le dopage ou l'antidopage, surtout dans la communication qu'on est faite. Mais finalement, c'est le non-respect d'une des règles du règlement, comme le fait de prendre un raccourci dans une course, c'est éliminatoire. Très souvent, sur cette règle très simple, ils arrivent à éliminer. Sur des règles plus complexes comme l'utilisation d'une substance, parce que quand est-ce que ça a été pris, est-ce qu'effectivement c'est dangereux ou pas, voilà, il peut y avoir débat. Aujourd'hui, la liste des interdictions, elle est publiée à l'automne et elle entre en vigueur chaque 1er janvier de chaque année. Elle est actualisée chaque année, la liste des interdictions antidopage. Et pour qu'une substance soit sur la liste des interdictions, il faut qu'elle réponde à 2 des 3 critères de l'Agence mondiale antidopage. Il faut que la substance ait le potentiel d'améliorer la performance sportive, il faut qu'elle soit potentiellement dangereuse pour la santé, et il faut qu'elle soit contraire à l'éthique sportive. Et donc si elle ne répond pas à 2 de ces 3 critères-là, il y a un consensus international, des organisations antidopage travaillent ensemble pour mettre à jour ces listes-là chaque année. Les substances ne sont pas dessus. Donc sur l'ibuprofène, aujourd'hui, sans doute qu'on est à la limite, il y a des débats, il y a des discussions, c'est pas la seule, il y a plein de... on pourrait parler du cannabis dans certains pays où c'est autorisé, où ça ne l'est pas chez nous, et où ça figure sur la liste des substances interdites, de la caféine, où il peut y avoir des choses comme ça. Donc ce sont des débats qu'il y a régulièrement, et aujourd'hui, notre liste, c'est la liste des interdictions. Ouais, on souligne bien quand même que la prise d'anti-inflammatoires, surtout sur les ultra-distances, ça va augmenter la dégradation musculaire et ça va rendre accru le risque de rhabdomyolyse. Et pour ce cas-là, c'est vraiment quelque chose d'assez dangereux pour votre santé. Donc quand bien même, c'est pas je tiens à le souligner, c'est quand bien même aujourd'hui, c'est pas une substance qui est contrôlée par la FLD et sanctionnée en cas de prise, ne prenez pas d'anti-inflammatoire lors de vos courses de trail. Voilà. J'avais la caféine dans mes questions. Est-ce que vous surveillez le taux? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup dans la nutrition du sportif. Il va y avoir des gels, il va y avoir de la nutrition solide, liquide, qui contiennent de la caféine. Est-ce qu'il y a un taux à ne pas dépasser? Puis même finalement, dans la grande marque de soda qu'on connaît tous, noir et pétillant, est-ce qu'au bout d'un moment, on va devoir venir à en interdire? Parce que je pense qu'on plafonne. On s'en rend pas compte, mais avec tout ce qu'on ingère pendant une course d'ultra, on plafonne. Finalement, elle est où la limite? Aujourd'hui, la caféine, elle est déjà depuis 20 ans sur la liste qu'on appelle de surveillance à l'Agence mondiale antidopage. Donc, je ne sais pas exactement de quelle manière, mais régulièrement, on va vérifier quand même dans les échantillons quel est le taux de caféine présent dans l'échantillon chez le sportif. Okay. Donc, pas tous les échantillons, pas tous les sportifs, pas systématique, mais ça va être vérifié pour alimenter des données scientifiques, des études, et pour voir si finalement c'est une substance qui est beaucoup consommée, en excès, qui présente des risques ou pas. Et c'est vrai que ça fait 20 ans que c'est sur la liste de surveillance, ça n'a pas changé. C'était interdit il y a plus de 20 ans déjà, mais ça a été retiré parce que finalement ça ne répond pas aux 2 des 3 critères comme on disait tout à l'heure, même si c'est vrai qu'il peut y avoir débat sur ces critères-là et sur le fait d'y répondre, mais je le disais, c'est une harmonisation internationale, donc il y a des points de vue différents dans différents pays, il y a des études différentes dans différents pays, des consommations différentes aussi. Et l'idée, c'est que ce soit la même règle pour tout le monde, partout. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de consensus là-dessus très clair. Un petit peu comme ce que tu disais sur d'autres substances. Le bon conseil, c'est de ne pas abuser de substances quand on n'en est pas sûr de ce que c'est, quoi. Dans la liste des interdictions antidopage, à l'intérieur de cette liste, tu peux voir plusieurs choses. Tu peux voir un certain nombre de produits et de substances interdites en tout temps, que ce soit hors compétition ou en compétition. Certaines substances interdites que en compétition,
Il y a 4 familles de substances sur les 9 familles. Et puis une liste de substances de surveillance, sur la liste des surveillances. Et donc tu le verras, la caféine. Ok. Cette liste, elle est disponible là aussi et actualisée. On peut la trouver sur le site de la FLD, on peut la trouver sur le site de l'Agence mondiale antidopage, puisque c'est une liste de l'Agence mondiale. Ok. Tu parlais du sport à l'étranger, tu l'as évoqué. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour un athlète étranger qui se fait contrôler en France par la FLD? Et quand même, si vous avez, vous, un doute sur un sportif, est-ce que vous êtes en mesure de contacter une autre organisation pour dire, OK, on a peut-être des doutes sur cette personne? Parce que je suppose que en tant qu'agence française, vous n'êtes peut-être pas en mesure d'aller contrôler un athlète dans un autre pays, à moins qu'il y ait des règles en Europe. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Oui, tout à fait, c'est une bonne question. La FLD, on est compétent auprès de tous les sportifs français partout dans le monde, que ce soit en France ou à l'étranger, et sur tout sportif sur notre territoire national. Donc qu'il soit français ou étranger, on peut le tester. Si on a donc un sportif étranger qui participerait à une compétition en France pour lequel on serait autorité de contrôle, on mettrait en place des tests. Si jamais il est convaincu de dopage, c'est nous qui allons le sanctionner et qui allons poursuivre le sportif. Si en revanche c'est une compétition internationale et que ce ne sont pas nous qui sommes autorité de contrôle et qu'il y a eu des tests organisés par une organisation internationale, ça va être cette organisation qui va poursuivre le sportif et le sanctionner. Si jamais on a des doutes sur un sportif ou des informations sur un sportif et que celui-ci est de passage en France mais qu'en fait il est plutôt à l'étranger, en effet, on travaille de plus en plus, ça fait maintenant 4 ans de manière très solide, on travaille avec les autres organisations antidopage dans d'autres pays. Ça s'est renforcé encore plus dans le cadre des Jeux Olympiques où beaucoup de pays, près de 16 pays, ont travaillé avec nous au sein du village olympique pour mettre en place le programme de contrôle. Donc on a très bonne relation avec les fédérations internationales, avec les autres organisations des autres pays. Et donc il est assez fréquent d'aller demander aux Espagnols d'aller tester quelqu'un, d'aller demander à la NADO Kenyade, donc l'organisation antidopage kenyane, d'aller tester les Kenyans, etc. Aux États-Unis de le faire également parce que les sportifs et les sportifs de niveau voyagent et voyagent beaucoup. C'est vrai pour nos Français et c'est vrai pour tous les étrangers aussi. Ok. J'ai vu des athlètes être sanctionnés pour dopage dû à leur passeport biologique. Je ne sais pas trop finalement ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un passeport biologique? Ouais, parfois on va entendre parler de profil biologique ou de passeport biologique. Alors dans les tests antidopage, il y en a plusieurs. Il y a les tests urinaires, qui sont des tests de détection directe, on va rechercher une substance. Il y a les tests sanguins, où il y a aussi, on va rechercher tout de suite une substance présente dans le sang. Et il y a d'autres tests sanguins, qu'on appelle des tests de passeport biologique ou de profil biologique. Ce sont en fait des tests de détection indirecte, c'est-à-dire qu'on va prendre du sang au sportif, et les valeurs hématologiques de ce test-là vont alimenter un passeport, une courbe, avec des valeurs qui vont varier. Et donc, pour nous, ça va être intéressant de prendre ce qu'on appelle différents points de passeport, donc différents tests hématologiques à différents moments de la saison ou de la carrière du sportif, pour voir des variations et pouvoir déceler des incohérences. Ça va nous permettre de détecter des choses comme des transfusions sanguines, où où le sportif n'a pas consommé de substances interdites, mais a manipulé son sang, s'est retiré du sang, en a rajouté, et où là-dessus, on va voir des variations dans son passeport qui vont être anormales, et on peut du coup poursuivre un sportif pour son passeport biologique. Ok. Putain, du coup, si tu fais le don du sang, retirer du sang, c'est terriblement retirer du sang. Alors, il y a des facteurs confondants, ce qu'on appelle des facteurs confondants, qui peuvent en effet perturber le passeport. Et dans le don du sang, la réalité, c'est que les volumes de sang prélevés sont minimes et ne vont pas avoir une incidence immense sur le passeport biologique. Ou en tout cas, lors du test passeport biologique, de profil biologique, on va poser des questions aux sportifs. Il y a un certain nombre de questions. Est-ce qu'il a séjourné en altitude? Est-ce qu'il a fait un stage en altitude? Est-ce qu'il dort en tente hypoxique? Est-ce qu'il a eu une perte de sang? Donc ça peut arriver pour les femmes dans le cas de règles abondantes, etc., où il peut y avoir des pertes de sang qui peuvent du coup avoir une incidence. Est-ce qu'il y a eu un don du sang, des choses comme ça? Et là, les experts aussi du passeport biologique vont pouvoir interpréter ces variations. Et si c'est cohérent avec la déclaration du sportif, finalement, si le sportif a fait un don du sang et qu'il y a une petite variation, il n'y a aucun souci. S'il y a une variation importante qui s'explique par un séjour en altitude, à telle altitude, etc., pendant un certain nombre de temps, aujourd'hui, scientifiquement, on arrive à voir si c'est cohérent ou si le sportif a menti dans sa déclaration ou a triché avec d'une autre manière. Okay. Je vais repasser à un autre sujet. On parlait en off tout à l'heure des compléments alimentaires.
Aujourd'hui, les compléments alimentaires, il y a des normes en France, mais c'est vrai qu'on n'est pas à, à 0% de chance qu'il n'y ait pas une substance. Il y a eu des histoires dans les médias comme quoi ben voilà, il y a des gens qui se disaient dopés à leur insu à cause de compléments alimentaires ou de choses qu'ils auraient pris. Comment ça se passe dans un cas comme ça? C'est-à-dire des compléments alimentaires, les sportifs, je vais parler pour les sportifs récréatifs, on est une bonne palanquée à en consommer. Qu'est-ce qui se passe? Comment déjà on peut contrôler le produit et enfin le contrôler, comment on peut savoir visuellement avec les informations qu'on a si le produit c'est ok ou pas? Et par là, par complément alimentaire, je parle de trucs basiques, hein, magnésium, oméga 3, de la protéine en poudre. En fait, comment ça se passe? Tu le disais, il y a une norme qui existe. En France, il y a une norme AFNOR 17 EF 17444 qui n'est pas une norme de certification de produit, qui est une norme d'application volontaire. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a, là où on voit cette norme, le fabricant affirme qu'il respecte les règles antidopage et tout un processus de fabrication. Donc notre communication à la FLD, il est plutôt de se diriger vers les produits où figure cette norme. En revanche, on n'est pas en train de dire, et je ne suis pas en train de dire, il faut prendre ça, et c'est sûr que ça ne contient pas de produits dopants. Tu l'as dit, le risque zéro en matière de compléments alimentaires n'existe pas, parce que la réglementation sur les compléments alimentaires n'est pas la même que pour les médicaments. Et donc, prendre des compléments alimentaires pour un sportif, c'est vrai, ça présente un risque qui peut être diminué si on l'achète en France, si on vérifie avec la norme, si on passe sur des marques qui ont pignon sur rue, entre guillemets, des choses qui sont assez solides. Pour un sportif qui est susceptible, on va dire, d'être contrôlé, c'est très difficile, mais il faudrait qu'il achète deux pots ou de produits du même lot, qu'il en conserve un, Okay. Qu'il ne l'ouvre pas et qu'il consomme son premier lot sans le terminer. Comme ça, en cas de contamination, il pourrait prouver que c'est la même substance qu'il y a dans le pot scellé et dans son pot ouvert, que c'est le même lot de fabrication, et que du coup, il y a une absence totale de faute si jamais on arrive à vérifier ça. C'est très complexe de faire ça, et c'est ce qui fait que dans l'actualité, c'est vrai, on voit des sportifs qui sont sanctionnés, qui ont fait preuve de négligence, pour la plupart, qui n'ont pas suffisamment vérifié, qui ont commandé sur Internet, qui ont peut-être fait confiance à quelqu'un qui leur a conseillé un produit sans trop vérifier ce que c'était. Et là-dessus, s'ils n'arrivent pas à prouver d'où vient la substance et comment elle est arrivée dans leur corps, la règle de base en antidopage qu'il y a, c'est le principe de responsabilité objective. Le sportif est responsable de ce qu'on va retrouver dans son échantillon et sera sanctionné. La sanction peut être modulée, c'est pour ça qu'on le voit dans les décisions qui sont prises, que la sanction n'est pas systématiquement de 2 ans ou de 4 ans suivant les substances, qu'elle peut aller de quelques mois à 2 ans, parce que chaque cas est différent, chaque explication va être différente, et du coup la sanction va être adaptée en fonction du sportif. Okay. C'est hyper intéressant de savoir qu'on peut, en fait finalement c'est un peu comme en diététique ou en cuisine centrale quand on fait des repas, de garder un échantillon en fait finalement, bon, je le recommande vraiment que pour les athlètes, parce que sinon pour monsieur même tout le monde ça va nous revenir peut-être un peu cher d'acheter un pot et de ne pas consommer l'autre, mais juste finalement on peut même, si on prend une photo du lot, non avec le photo du lot peut-être ça peut être contraignant, mais effectivement garder les emballages dans une boîte, ok ce mois-ci je consomme ça, le carton il est là, ça peut être quelque chose pour justement prouver on va dire son innocence si jamais il y a un contrôle positif. Ça peut être une méthode. Tous les éléments qu'on va pouvoir amasser, collecter pour, en cas de contrôle, c'est sûr que c'est un peu une démarche compliquée, hein, mais en cas de contrôle positif, pouvoir expliquer la provenance, c'est mieux. Parce que si vraiment il n'y a pas de volonté de prise ou de négligence complète du sportif, le risque de sanction il est élevé. Donc oui, il faut le faire pour limiter les risques. Mais le risque zéro n'existe pas, donc être accompagné. De la même chose que pour les médicaments, on va aller voir un médecin.
pour prendre des compléments alimentaires, on va faire un bilan diététique, on va aller voir peut-être un professionnel du domaine qui va nous conseiller et qui va pouvoir nous dire tu as une carence en telle substance, tu as besoin de ceci, ou pour améliorer, tu as besoin là de prendre du magnésium ou ceci ou cela. Mais la consommation aveugle, j'ai envie de dire, de compléments alimentaires et de substances sans avoir fait aucun bilan et savoir en fait quels sont nos besoins et quel est l'objectif, celle-ci présente un vrai risque. Celle-ci, on peut l'appeler la conduite dopante, qui n'est pas du dopage, parce que c'est pas interdit de prendre un complément alimentaire sans se poser de questions, mais prendre un complément alimentaire en se disant « je veux améliorer mes performances, donc je prends ça, puis je sais pas ce qu'il y a dedans, mais on verra bien », ouais, c'est très risqué. Oui. Du coup, pour finir, ma question, ou même pour boucler, on va dire, cette rencontre, je voudrais vraiment qu'on reste sur une sphère santé, dans le sens où c'est vrai que le premier contact qu'on a souvent avec la FLD, ça va être un contrôle d'un sportif, d'un athlète de haut niveau qui vient de souvent performer, souvent un top 10, un top 5. Mais aujourd'hui aussi, vous êtes là pour sensibiliser. Et je pense que ça va effectivement avec le temps, avec la com sur les réseaux sociaux, tout ça, s'améliorer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas là juste pour pointer du doigt qui se dope ou pas, ou aller réprimander les athlètes, quoi. Ouais, il y a une notion d'ailleurs, à l'international, on le voit dans les organisations, souvent ça rentre dans une notion d'intégrité, d'équité, de santé. C'est assez intéressant de regarder comment ça s'est construit, parce que dans le code du sport en France, c'est dans une partie de protection de la santé des sportifs, la lutte antidopage. Et c'est vrai que c'est vu souvent comme quelque chose d'extrêmement répressif, de très dur, un peu froid et très administratif, de t'as pris ça, t'es sanctionné, merci, bonsoir, on ne s'est pas trop quitté. Aujourd'hui, à l'agence, on est vraiment, il y a différents antidopage et vraiment vu sous différents angles. Au département des contrôles de la FLD, on met en place un programme de contrôle où l'objectif, il est de tester les sportifs les plus exposés au risque de dopage. Donc l'idée n'est pas de piéger un sportif ou de taper sur tous les sportifs performants. Il va être de contrôler les sportifs les plus exposés. Donc parmi les plus exposés, très souvent, en effet, il y a les plus performants. Et puis il y a une logique à tester les meilleurs. Il y a une logique aussi de validation des performances finalement. De tester quelqu'un qui gagne régulièrement et qui est régulièrement testé. Ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais triché et que tout est tout le temps efficace. On n'est pas naïf là-dessus. On a des exemples dans l'histoire qui nous le prouvent. Mais en tout cas, ça valide quand même qu'il y a un suivi de ce sportif-là et qu'il est testé à différents moments. En effet, on protège pour éviter qu'il fasse une bêtise et qu'il puisse être tenté de tricher. Et puis, on protège la discipline, l'intégrité des compétitions. Le fait d'être présent sur des compétitions, d'être présent dans certaines disciplines, aussi dissuade certains sportifs de venir parfois ou de prendre une substance. Donc, aujourd'hui, on a une image qui s'améliore, je pense, à la FLD auprès des sportifs parce qu'on communique de plus en plus, et c'est pour ça que je te remercie de nous inviter pour parler de ce sujet. Parce que c'est vrai qu'il ne faudrait pas que dans les années à venir, quand on parle de la FLD et qu'on arrive dans la salle, que les gens aient peur. Aujourd'hui, à la FLD, ce sont des gens qui sont experts du sport dans différentes disciplines, passionnés de sport, et qui sont vraiment là pour l'intégrité et l'équité dans un premier temps. Après, évidemment, un sportif qui, de manière volontaire, cherche à tricher par l'intermédiaire de l'utilisation de substances ou d'un trafic, comme je disais tout à l'heure, ou d'une autre manière, il y a une intransigeance à le sanctionner, parce que ça fait partie tout simplement des règles. En tout cas, merci beaucoup Guillaume d'être venu ici aux Deux Alpes, en altitude, à la montagne pour répondre à mes questions, l'histoire de nous informer. Si vous avez des questions, je vous laisse y répondre en commentaire, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous avez découvert ce contenu. Et puis, de toute façon, toutes les informations sont à retrouver sur le site www.afld.fr. Merci beaucoup. Et surtout, n'hésitez pas à suivre la page Instagram et la page YouTube de la FLD.